Merci. Je vais commencer par des remarques d'historiens et essayer de suggérer le lien possible entre ces remarques d'historiens et les problèmes d'aujourd'hui. Il faut tout d'abord rappeler, me semble-t-il, que la question de la constitution d'un travail indépendant et la question de la libération du travail a été historiquement totalement liée à celle de la conquête de la démocratie. Si on regarde les grands débats dans l'Amérique des années 1770-80, et si on regarde bien sûr les débats dans la France de la Révolution française, on voit que l'idée d'égalité est inséparable de celle de la notion d'individu indépendant. Et la notion d'individu indépendant est celle de travail indépendant. Et pour comprendre la centralité de ce thème, il faut rappeler qu'aux États-Unis, au XVIIIe siècle, la moitié des immigrés venant aux États-Unis étaient d'origine britannique, et parmi ces immigrés, la grande masse était ce qu'on appelait des indentured servants, c'est-à-dire une forme de travail engagé. Il y avait des employeurs américains qui payaient la traversée, qui à l'époque était très chère avant la révolution des bateaux à vapeur, qui payaient la traversée, je dirais, de pauvres Anglais, et qui devaient travailler pendant 7 ans sans véritable rémunération au service de ces personnes. Et leur contrat de travail pouvait même être revendu ou pouvait être hérité, ce qui fait qu'il y avait une situation de travail qui était exactement intermédiaire entre travail salarié et esclavage. Et on ne peut pas comprendre la Révolution américaine si on ne prend... Alors c'est quelque chose de fondamental pour, je dirais, les historiens américains, mais moins connu peut-être en Europe. On ne peut pas comprendre la Révolution américaine si on ne part pas de cette existence massive de l'indentured labor, qu'on pourrait traduire par le travail engagé. Il n'y a pas vraiment de bonne traduction en français. Et dans la mentalité américaine, repousser, mettre au loin cette idée de travail dépendant a été fondamental. Alors on pourrait se poser une question qui est annexe, je ne fais que signaler, c'est que ceux qui ont condamné l'indentured labor comme une forme d'esclavage, parfois ont été ceux qui ont tout à fait accepté l'esclavage des Noirs. Donc ça, c'est une question qui est très importante à considérer, mais je la laisse de côté. Il y a aussi beaucoup de littérature sur le sujet. Au même moment, en France à peu près, le thème de l'émancipation du travail était bien sûr lié à la discussion sur l'ensemble des réglementations liées aux corporations et liées aux restrictions liées au corps de métier. Donc on pourrait dire qu'il y a un premier moment de la réflexion sur l'émancipation du travail qui est liée à la constitution de cette indépendance par la destruction, je dirais, des formes antérieures de dépendance absolue dans le cas de l'indentured labor et ces formes de dépendance peut-être plus limitées dans le cadre du système corporatiste. Mais évidemment, une seconde phase de la réflexion sur le travail indépendant va commencer à partir du développement du salariat, et à la fois aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, il y a un auteur absolument central qui était celui qui a analysé toute la question du salariat, je dirais, dans l'Amérique jacksonienne des années 30, 1830 et 1840, un auteur qui est très souvent cité par Marx et très cité à l'époque, qui est Orestes Brownson. Et Orestes Brownson montre qu'au fond, le salariat moderne va recomposer sous des modes différents, mais les mêmes modalités de la dépendance qu'il y avait avec l'indentured labor. Et à ce moment-là, il a donné en quelque sorte comme idéal aux États-Unis le fait que l'Amérique puisse être le pays qui reste toujours le pays du travailleur indépendant. Et effectivement, à l'époque, aux États-Unis, on a 85% de la force de travail qui est indépendante, de gens qui sont on their own, qu'ils soient des petits artisans, qu'ils soient des commerçants ou qu'ils soient des agriculteurs. Les agriculteurs, il y a 95% de la force de travail dans l'agriculture aux États-Unis qui sont des travailleurs indépendants. Évidemment, le paysage est un petit peu différent en Europe, en France et en Angleterre notamment. Mais alors qu'il est différent en France et en Angleterre, ce qui va être également central, c'est de reconsidérer que l'émancipation du travail doit d'abord se faire par la conquête de l'indépendance.
Il y a certes un débat qui est très important dans la France des années 1830-1840. Est-ce qu'il faut adopter un modèle communautaire, c'est le moment même où le mot communisme prend son sens qu'il va avoir maintenant, ou bien un modèle de l'indépendance? Le modèle communautaire, il est défendu par ceux qu'on appelait les néo-babouvistes, les gens comme des amis, Lahautière, Pillot, et puis le modèle de l'indépendance, en fait, il est tout à fait défendu par les premiers journaux ouvriers, et notamment par un journal qui s'appelle L'Artisan, qui est historiquement, en 1830, le premier grand journal ouvrier. Et le premier numéro de L'Artisan s'ouvre par un article qui dit « Puisque vous êtes exploité par vos maîtres dans les ateliers, il n'y a qu'une solution, c'est que vous-même, vous deveniez les maîtres. » Et que vous-même, vous deveniez les maîtres, comment? Eh bien, en essayant de trouver une forme d'indépendance économique dont la formule va être formulée peu de temps après par Proudhon. Proudhon qui dira « La conquête de l'indépendance passe par la possibilité de se réapproprier le travail à deux conditions. La condition de l'instruction et des compétences et la condition du crédit. » Et donc, on voit se développer à ce moment-là, c'est un thème proudhonien, mais c'est un thème qui est aussi développé dans toute une série de brochures, et j'ai là sous les yeux une brochure qui a eu beaucoup d'écho à l'époque, qui s'appelle « De l'affranchissement du travail », qui est de 1840, et qui dit qu'à côté des moyens intellectuels de l'instruction, il faut que le travail puisse se réapproprier ses moyens matériels, à savoir le crédit et les conditions de production qui vont être liées au crédit. Et Proudhon sera le grand champion ensuite de la perspective d'institutionnaliser cette idée à travers une institution qui sera très discutée autour de 1848, enfin qui aura une existence, la Banque du Peuple. Et l'idée de la Banque du Peuple de Proudhon, c'est de renverser les rapports entre le capital et le travail à partir d'une possibilité, je dirais, de gratuité du crédit et de socialisation générale du crédit, à travers également aussi des formes de mutualisation. Et donc, on peut dire qu'au milieu du XIXe siècle, ce qui apparaît comme le modèle dominant de l'émancipation du travail, c'est la perspective de la construction d'une indépendance du travailleur. Indépendance qui peut être mutualisée dans les formes de la coopérative, ou indépendance qui peut être mutualisée dans des formes de l'association. Mais de toute façon, c'est le modèle de l'indépendance, et c'est bien la perspective, pas simplement d'abolition du salariat, mais selon la formule qu'on emploie davantage au milieu du XIXe siècle, d'abolition du prolétariat. L'expression abolition du salariat est une expression qu'on voit apparaître très tôt aux États-Unis, mais en France seulement dans les années 1890. Avant, en France, c'est plutôt la notion d'abolition du salariat. Alors, je ne fais que ces quelques rappels très vite, il y a beaucoup de travaux savants sur ces questions-là, mais pour mettre en mémoire tout de même qu'il y a une histoire de la réflexion sur le travail émancipé comme conquête de l'autonomie et de l'indépendance, et pas simplement comme organisation du salariat, pas simplement comme régulation du salariat. Même si la question de la régulation du salariat est devenue la question centrale de la fin du XIXe siècle. Et elle est devenue la question centrale de la fin du XIXe siècle pour une raison tout à fait, je dirais, pratique, qui consiste à dire que l'objectif d'indépendance apparaissait irréalisable. Donc, en quelque sorte, c'est une forme de démission, c'est un réformisme qui s'est voulu en quelque sorte réaliste, qui a dit que l'avenir était davantage dans l'organisation du salariat que dans la poursuite de cet idéal d'indépendance. Mais il me semble aujourd'hui que l'on peut se poser la question de savoir si cet idéal ancien d'indépendance ne retrouve pas une certaine pertinence. Tout d'abord, si je retourne à cette question du crédit, peut-être un certain nombre d'entre vous ont-ils lu le livre de Laurence Fontaine, L'économie morale, qui est une réflexion sur les rapports entre crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle, et notamment une réflexion sur le rôle des monts de piété dans la sortie de la pauvreté d'un certain nombre de populations au XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, toute une thématique, alors qui est liée à des problèmes de résolution de certaines poches de pauvreté autour du microcrédit,
reprennent exactement, sans que souvent d'ailleurs ceux qui développent ces propositions connaissent toute l'histoire de ce thème très ancien du droit au crédit, mais de quelque chose de tout à fait fondamental. Si ce système de régulation du salariat est aujourd'hui en crise, c'est, me semble-t-il, pour tout un ensemble de raisons qui commencent à être bien analysées et dont l'intervenant précédent a donné quelques éléments, à savoir ce que j'appellerais comme concept organisateur de ces nouvelles formes du mode de production, l'économie de la particularité. Une économie de la particularité est une économie dans laquelle ce ne sont plus simplement des procédures et des normes qui règlent le processus de production, mais ce sont des modalités de l'investissement personnel et ce sont des modalités de la relation particularisée. Et on peut dire aujourd'hui qu'il y a à la fois une économie de la particularité et une société de la particularité, ce qui est tout autre chose que de simplement raisonner en termes, je dirais, de société individualiste. La conceptualisation qui exprime à travers la notion d'individualisme la transformation des sociétés contemporaines me semble extrêmement fausse et trompeuse, parce que le problème n'est pas simplement celui d'une sorte de délitement d'une organisation sociale globale qui irait vers des formes de dispersion, mais vers des modalités autres de recomposition des formes sociales. Donc ce qu'on appelle l'individualisme et qui décrit une forme d'appauvrissement, une forme de dissémination, une forme de dilution, devrait davantage être pensé et être décrit comme une modalité de réorganisation du rapport individuel, du rapport des individus à la collectivité, et une réorganisation des façons de faire société. On peut dire par exemple que les communautés d'épreuves sont aujourd'hui plus importantes que les communautés traditionnelles d'identité. On peut dire aussi aujourd'hui que les communautés de trajectoire sont plus importantes que les anciennes communautés d'identité. Cela a deux grandes conséquences pour la considération de l'émancipation du travail. Première conséquence, c'est une centralité plus grande du droit dans la production de la justice sociale, puisque la question est de plus en plus celle de la protection de situations particulières et non pas de procédures générales. Or, toute l'organisation, je dirais la protection du salariat, reposait sur des formes de compromis définissant des normes et des règles générales de protection et de représentation. Alors qu'aujourd'hui, la protection du travailleur se pose de plus en plus dans les termes d'une protection des droits de l'homme au travail. Bien sûr, une protection sous les modalités classiques de la régulation, mais aussi une protection concernant les droits de l'homme au travail. D'où la centralité des questions de harcèlement, des questions de mépris, des questions de discrimination, des questions de perception des injustices individuelles. S'il y a une société et une économie de la particularité, eh bien le droit et la technique, je dirais, de gestion des rapports entre des particularités et des valeurs générales. C'est la définition même du droit. Donc, l'émancipation du travail aujourd'hui, la protection du travail, ne se pose plus simplement en termes de normes et de représentation collective, normes qui sont celles du droit du travail et représentations collectives qui sont celles du syndicalisme, bien sûr, mais aussi dans ces nouveaux instruments et dans ces nouveaux objets que la Convention européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, a parfaitement saisis. D'où la centralité des appels qu'il y a même à la Cour de Strasbourg sur ce point. Le deuxième aspect de l'émancipation du travail est celui, justement, du retour à la question de l'indépendance. Comment, aujourd'hui, envisager le travail indépendant ? Envisager le travail indépendant, ça n'est pas simplement envisager les formes, la constitution, je dirais, matérielle de cette indépendance, mais l'organisation des indépendances. Et toute la question qui est posée est de savoir si les perspectives ou si des formes de perspectives d'auto-emploi
sont des formes de perspective qui peuvent trouver leur forme de socialisation. Pour le dire d'une autre façon, je dirais très simplement qu'il me semble que nous revenons dans une période où les questions du travail coopératif reprennent tout leur sens. Et même si les formes juridiques anciennes de la coopération et du travail coopératif peuvent sembler dépassées, les modalités d'un travail plus coopératif, sous des formes juridiques qui sont certainement encore à réinventer, me paraissent tout à fait centrales. Ce qui apparaît en tout cas évident, c'est qu'il y a aujourd'hui un décalage entre la réflexion considérable et les progrès considérables qu'il y a dans le passage d'une régulation collective à une prise en compte des droits de l'homme au travail, alors que la question de l'indépendance du travail, elle, ne reste posée de façon marginale que comme une technologie, en quelque sorte, de lutte contre des formes très marginales de pauvreté. Il est très frappant de voir que la question du crédit, qui était considérée comme la question centrale de l'indépendance au XIXe siècle, n'est aujourd'hui considérée que du point de vue non plus de la banque du peuple, mais de la banque des pauvres. Et le passage de Proudhon à Yunus est, me semble-t-il, une évolution qui mérite tout à fait réflexion. En même temps qu'il y a ces pistes qui doivent être explorées, il est frappant de constater que les nouvelles conditions de l'émancipation dessinent aussi de nouveaux risques de domination dans le travail. Les sociologues, depuis quelques années, ont fortement discuté et remis en cause justement toutes les théories de la reconnaissance, en disant que la reconnaissance ne doit pas faire oublier la redistribution. Et la grande sociologue américaine de la reconnaissance, qui n'a cessé de discuter honnête, Nancy Fraser, a mené en permanence cette discussion sur reconnaissance et redistribution. Et je crois que le risque serait celui de l'oubli du deuxième terme, en quelque sorte. Et de la même façon, la conquête de l'indépendance peut être aussi le développement de nouvelles formes d'auto-exploitation, qui ressembleraient d'ailleurs assez à celles que l'on pouvait reconnaître dans les modalités du putting-outing système anglais du XVIIIe siècle, où là aussi on peut dire qu'il y avait des formes d'indépendance du travailleur, mais dans des chaînes globales d'organisation marchande et non pas de discipline individuelle, qui là n'existait pas, mais de contraintes économiques qui limitaient très sérieusement cette indépendance. Mais même s'il y a la conscience toujours nécessaire des rapports entre des champs nouveaux qui sont ouverts et des menaces inédites qui apparaissent, cela ne doit pas conduire, me semble-t-il, à ne pas considérer que ces champs ouverts doivent être véritablement développés et pris en compte. Et de ce point de vue-là, je dirais tout simplement que le mouvement social aurait grand intérêt à reconsidérer avec un œil peut-être plus utopique la question du travail. Car il est tout de même frappant de voir que la question du travail n'est plus jamais abordée aujourd'hui avec une perspective, je dirais, d'élargissement utopique qui, en tout cas, en redessine les enjeux et les significations. Moi, j'étais permanent syndical à la fin des années 60. Juste après 68, je m'occupais des études économiques à la CFDT. Et à l'époque, la réflexion sur les conditions de l'émancipation au travail n'était pas simplement une réflexion sur les enjeux immédiats des grandes négociations qui étaient en cours, mais aussi des enjeux plus lointains. Peut-être que l'abandon, d'une certaine façon, ou pour des raisons qu'il n'est pas loisible de développer ici maintenant, mais en tout cas l'oubli de cette dimension d'éclairage utopique de l'émancipation du travail est aussi un problème fondamental pour nos sociétés. Donc tout en dessinant, je dirais, deux pistes qui pourraient, dont certaines commencent à prendre forme, qui pourraient être des pistes de développement d'une nouvelle philosophie de l'émancipation du travail, une nouvelle politique de l'émancipation du travail, il me semble que ces pistes ne prennent sens aussi que si un rapport juste à la vision utopique d'un travail libéré est aussi développé. Je vous remercie.